La firme Enviro Neptune œuvre en recherche et développement, particulièrement pour le milieu de l'assainissement décentralisé. Donc, c'est une facette du traitement de l'eau qui vise les établissements qui ne sont pas raccordés au réseau d'égouts municipaux. Donc, le fait d'avoir des projets de recherche fait en sorte qu'une entreprise comme nous ont des besoins en infrastructure de recherche, laboratoire, experts de toute discipline. On a une petite équipe qui est excessivement occupée et on ne peut pas allouer les ressources autant humaines que financières pour s'adonner à des projets de recherche de A à Z. Donc pour nous, le partenariat avec des centres collégiaux de transfert technologique était une évidence, puis c'était pour nous la seule manière de pouvoir mettre des projets en réalisation et éventuellement développer des produits que nos entreprises pourraient mettre sur le marché. On a fait des collaborations principalement avec le CTE, donc avec le Cégep Saint-Laurent et le Centre des technologies de l'eau. Et on a eu une collaboration également avec le CTTEI de Sorel en écologie industrielle. Et ce sont, je vous dirais, 3 projets là, qui ont été assez concluants. Donc probablement que dès l'an prochain, 2 nouveaux produits vont être commercialisés suite aux efforts de recherche. Si on n'avait pas eu cette collaboration-là avec le CTE, par exemple, les produits auraient carrément, probablement, dormi sur les tablettes ou sur les planches à dessin. Moi, je pense que chaque entreprise qui œuvre dans le développement de technologie devrait contacter le réseau Transtech qui, eux, ont accès à toutes les CCTT, connaissent l'expertise de chacun. Fait qu'à ce moment-là, ça permet d'un seul coup d'être bien dirigé dans le meilleur CCTT pour leurs propres besoins. Expertise, rigueur et professionnalisme. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple, faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin, je me présente. Mon nom est Charles Milliard. Je suis le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette tournée virtuelle manufacturière de la FCCQ. Alors, depuis le mois de mars dernier, on promène, à défaut de promener notre valise, on promène notre ordinateur et notre compte Zoom un peu partout au Québec pour aller à votre rencontre et vous parler finalement des défis ou des différentes transitions à travers lesquelles le secteur manufacturier devra
passer au cours des prochains mois, des prochaines années. Alors, on a ciblé avec nos collègues et nos animateurs ce matin 12 transitions et on aura l'occasion donc de vous en parler aujourd'hui dans une partie peut-être un peu plus théorique sur quelles sont ces transitions-là et dans un deuxième temps, une discussion donc avec des entrepreneurs de la région qui ont à faire face à ces défis-là et qui connaissent un succès finalement, même malgré les défis rencontrés. Je vous parle de la région. Aujourd'hui, on est dans la région de Montréal. Alors, après s'être promené un peu partout au Québec, on vient poser nos yeux sur Montréal. Alors, je suis très heureux de collaborer ce matin avec la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord et ma bonne collègue et amie Nouchig Eloyan qui est avec nous, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Et par la suite, on aura l'occasion donc d'entendre nos deux experts du secteur manufacturier, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien de Deloitte, qui seront avec nous pour la deuxième partie de la conférence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Nouchig et je vous remercie d'être avec nous. Merci, Charles. La Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord est évidemment très heureuse de s'associer à la Fédération des chambres de commerce du Québec dans sa grande tournée manufacturière et de vous accueillir dans cette réalité, malheureusement pour le moment virtuelle. Nous gardons grand espoir de pouvoir vous serrer la pince à notre prochaine rencontre. Il y a 14 mois, évidemment, la crise sanitaire nous ébranlait un peu tous et a donné un méchant coup de barre à notre économie. Mais à l'instar de plusieurs organisations, la Chambre de commerce de Montréal-Nord, jeune, bientôt de 75 ans, a dû revoir aussi ses priorités et ses façons de faire. Et en d'autres mots, faire preuve de résilience face à cette nouvelle réalité. On est très fiers de nos quelques 600 000 entreprises qui ont choisi Montréal-Nord, souvent de génération en génération pour y faire des affaires, de nos commerces de voisinage qui animent nos artères en transformation, aux entreprises qui rayonnent au-delà même de nos frontières. Ils font partie d'une communauté tissée serrée, comme on l'aime si bien le dire. Nous sommes aussi très heureux d'y accueillir de nouvelles entreprises depuis quelques mois et c'est très encourageant. Nous sommes aussi, comme plusieurs d'entre vous, de fiers ambassadeurs du mouvement de consommation et d'achat local. La Chambre, durant cette pandémie, a évidemment activé ses canaux de communication à pleine vitesse afin de rendre l'information du geste à nos entreprises et nos commerces. Et par le mode de rencontre virtuelle comme aujourd'hui, nous les avons écoutés, renseignés, encouragés, accompagnés et surtout partagé leurs histoires de succès. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour souligner la contribution soutenue de notre partenaire annuel principal, le Mouvement des Jardins, et je salue la présence de la directrice générale de la Caisse de Sort et Collet Montréal-Nord. Je salue également plusieurs membres de notre conseil d'administration. La communauté socio-économique de Montréal-Nord est très solidaire et nous continuons à l'être avec nos partenaires de mission. Donc, après être branchés sur le respirateur artificiel durant plusieurs mois, nous allons enfin parler aujourd'hui de sortie de crise, de relance économique avec des astuces, des trucs que nos panélistes vont partager avec nous. Donc, c'est la lumière au bout du tunnel. Je salue chaleureusement tous les panélistes, les conférenciers qui participent à l'événement de ce matin. Et il me fait grand plaisir de vous présenter la toute première, Madame Marie Gagné, présidente directrice générale de Synchronex. Depuis plus de 20 ans, Madame Gagné agit comme gestionnaire d'entreprises et d'organisations engagées en innovation, ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire, intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Elle comprend lié à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de PDG de Synchronex, c'est de façon quotidienne que Mme Gagné intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole.
Madame Gagné. Merci, Madame Eloyane. Charles, chers entrepreneurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être à Montréal ce matin, même si je suis physiquement à Québec, et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Ma visite ce matin ici est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester de nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leurs processus, leurs procédés, leurs produits, leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17 % plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17 % de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité. Il va de l'agriculture aux nouveaux matériaux, en passant par l'énergie, dont les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. À Montréal, l'expertise du réseau s'étend à des domaines variés comme l'aéronautique, les technologies environnementales, l'optique, l'intelligence artificielle, l'art, l'inclusion sociale, l'impression graphique, l'habillement. Sur l'île, vous retrouvez le Centre de recherche en art et engagement social Artenzo, le Centre d'études des procédés chimiques du Québec, le Centre d'expertise et de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques, le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, le Centre de recherche, d'innovation et de transfert en art du cirque, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le Centre des technologies de l'eau, le Centre de recherche en expérience client multisensorielle Expérissence, l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, l'ICI, l'Institut d'innovation en logistique du Québec, l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, l'Institut de recherche des emballages et du génie alimentaire, le Centre d'intelligence artificielle appliquée, le Centre de recherche en optique photonique Optech et finalement, le Centre de recherche et d'innovation en habillement Vestec Pro. À Saint-Hubert, on trouve aussi le Centre technologique en aérospatial. Donc, dans la région de Montréal, vous êtes chanceux, vous en avez plusieurs. En collaboration avec le réseau, les CCTT créent près de 31 millions de dollars de retombées économiques et génèrent plus de 300 emplois dans la région. Ces retombées s'appliquent concrètement de différentes manières, mais les services professionnels, scientifiques et techniques fournis contribuent à renforcer l'ensemble de l'écosystème. Dans le contexte de la pandémie, le domaine des arts et spectacles, des loisirs, a plus que jamais besoin d'innover. Grâce au réseau, le domaine de la fabrication peut aussi miser sur des technologies de pointe. Les PME du Québec peuvent augmenter leur performance, leur productivité et renforcer leur processus d'affaires en faisant affaire justement avec les CCT. Et même si les expertises des équipes de Montréal sont exceptionnelles, vous pouvez aussi faire affaire avec n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive et plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps particuliers. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître davantage aux entrepreneurs des 4 coins du Québec.
Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits de nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et si vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Madame Eloyane, je vous redonne la parole. Merci, Madame Gagné. Maintenant, c'est le temps de passer le micro à nos conférenciers. Louis Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, et Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte. À vous la parole, messieurs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui à Montréal-Nord, dans le cadre du 10e événement de la 2e grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Je vous rappelle que c'est la 2e grande tournée, donc c'est le 20e beau vendredi que l'on passe avec vous. Alors, d'abord, quelques mots de remerciement à la FCCQ et son PDG Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, la commanditaire en titre, ainsi qu'à Nouchig Eloyane, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. Et merci de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. Le ministre des Finances du Québec nous annonçait lors du dernier budget que la reprise économique serait vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 % serait attendu au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Idem pour les États-Unis qui ont enregistré leur plus forte croissance économique pour un premier trimestre depuis 1984. Ça nous amène aux années Reagan, mes amis. Par contre, l'année marquera le retour du plein emploi. Et ce sera donc de nouveau le jour de la marmotte quant à la rareté de main-d'œuvre qui nous a tant causé de maux de tête, ma foi, à nous et toutes les entreprises manufacturières dans les dernières années. Un sondage récent nous apprenait d'ailleurs que 94 % des entreprises québécoises estiment déjà avoir des difficultés à embaucher du personnel. COVID-19 oblige, il s'agit de la 3e version de l'ère des transitions, l'avant, le pendant et l'après. On peut maintenant avoir la sortie de crise à l'horizon et il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement. J'aurai le plaisir renouvelé, ma foi, de faire cette présentation en duo avec mon cher collègue Antoine Audy-Julien. Ce sera moi aujourd'hui qui aura l'honneur d'animer le panel portant sur la transition technologique en collaboration avec Sophie Robillard, vice-présidente investissement au Fonds de solidarité FTQ. Je vous rappelle que ce panel suivra notre présentation vers les 8h45 avec Francine Pomerleau, PDG de Sandrex, et Greg Laflamme, directeur des opérations chez Vetchel. Et vous allez voir de belles histoires. Ils ont de belles histoires à raconter. Notre présentation sera en 2 parties. Tout d'abord, Antoine nous fera un rappel de l'impact du secteur manufacturier dans notre économie. Et ensuite suivra la présentation en duo des 12 transitions qui, selon nous, impactent le plus le secteur manufacturier québécois actuellement et dans le futur. Alors, visionnons ensemble un court vidéo d'introduction, mais avant tout, écoutons les consignes de mon cher collègue Antoine. Oui, merci Louis. Donc, pas plus compliqué que 3 petits éléments mentionnés avant de commencer. La première chose, c'est que naturellement, avec une vidéo, vient aussi parfois un petit lag de par les réalités technologiques. Donc, si vous voyez qu'il y a des petits lags, on s'en excuse à l'avance. Également, des fois, la voix n'est pas tout à fait syncée avec le visuel. Donc, encore une fois, toutes nos excuses pour ça. Également, faites attention, peut-être le son va être un petit peu plus fort que nos voix. Donc, juste à vous préparer à baisser le son si vous trouvez que c'est trop fort. La deuxième chose à savoir, c'est que la section questions-réponses va se faire à la toute fin. Si on a quelques questions qui sont posées en cours de route, on va les prendre à la toute fin. N'hésitez pas de les faire en cours de route. S'il y a des sujets qui vous interpellent, vous voulez poser une question, n'hésitez pas à le faire tout de suite, on va les reprendre à la fin. Et finalement, l'étude va être rendue disponible donc dans les prochaines semaines. Elle va vous être envoyée, elle est en
fin de rédaction. Elle va vous être envoyée soit par la Fédération des chambres de commerce ou par la Chambre de commerce hôtesse de l'événement d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on vous envoie donc le petit vidéo pour la suite des choses. À tout de suite. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, nous aimerions remercier nos commanditaires sans qui tout cela ne serait pas possible. Alors, en commençant par Desjardins, qui est présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec, et le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. Norda Stello, la Société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée, Investissement Québec, CRIC, donc la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, en charge de la transition des entreprises vers la manufacturier innovante. Prompt, un organisme voué au financement de partenariats de R&D avec le milieu de la recherche. Le CRIM, organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. L'INO, l'Institut national d'optique, le centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et Internet des objets. DEL, donc l'organisme de développement économique et centre d'expertise industrielle ayant pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers, donc développement économique Longueuil. Prima, le pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés. La SDED, Société de développement économique de la MRC de Drummond, et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière. Le CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Et le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Maintenant, regardons à quel point le secteur manufacturier a un impact sur l'économie du Québec avec Antoine. C'est Louis. Donc, justement, parlons-en de l'aspect statistique, juste pour se mettre en bouche la réalité manufacturière d'aujourd'hui. Avant la crise, tous les voyants étaient ouverts. On le sait, le secteur manufacturier qui était plus dynamique que jamais, un secteur manufacturier qui était dans l'ombre comme au soleil, le créateur et le moteur de l'atteinte des objectifs économiques du Québec. Donc, création de richesse à tous les niveaux. On s'est posé la question à chaque reprise de notre conférence, avant la COVID, durant la crise sanitaire, puis aujourd'hui à la reprise. Est-ce que tout ça a changé? Est-ce qu'on repart de la case départ et on s'est rendu compte que non? Au contraire, le secteur manufacturier demeure la carte maîtresse pour une sortie de crise réussie. Puis voici pourquoi. À l'écran, vous voyez 4 objectifs économiques. Il y en a 3 qui étaient déjà présents avant la crise sanitaire. Il y en a un qui est un nouvel objectif économique. Les 3 qui étaient présents avant la crise sanitaire, c'est le premier, c'est la notion de créer des emplois payants, des emplois bien rémunérés. Le secteur manufacturier, actuellement, rémunère ses employés plus ou moins 17% supérieurs aux services, donc tout le secteur des services. Donc, encore une fois, si on veut atteindre les objectifs de créer des emplois bien rémunérés, le secteur manufacturier qui est une cible très d'actualité pour atteindre cet objectif-là. Le deuxième objectif économique du gouvernement du Québec actuellement, c'est d'accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité.
secteur manufacturier actuellement génère plus de 50 de l'innovation R&D. Donc, plus d'1 $ sur 2 qui provient du secteur manufacturier, c'est pas peu dire. Et du côté de la productivité, c'est 57 $ de PIB qui sont créés pour chaque heure travaillée par un employé du secteur, un ou une employée du secteur manufacturier. Donc, non seulement ça, c'est le secteur qui a vécu la plus grande croissance dans la dernière année. Naturellement, quand je parle du 57 $, c'est le numéro 1 dans les secteurs d'activité économique au Québec, excepté l'extraction pétrolière et gazière qui est dans une classe à part qui est assez atypique, là, disons, de cette réalité-là. Le troisième objectif économique, c'est d'accroître les exportations à 50 % du PIB. Le secteur manufacturier, c'est 2 fois les services en termes de volume d'exportation en dollars et c'est 8 fois les ressources naturelles. Donc, encore une fois, si on veut passer de 48 à 50 % du PIB, le secteur manufacturier est un inévitable pour réussir à atteindre cet objectif-là. Un nouvel objectif maintenant qui a fait son apparition durant la crise sanitaire, c'était le retour à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. C'est certain qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. On estimait dans les plus récentes estimations là, à plus ou moins 30 milliards de dollars le coût de la crise pour le gouvernement. Le secteur manufacturier, c'est le champion des finances publiques. Hein. On parle de 10 milliards de dollars au Québec et 3,5 milliards de dollars au Canada de revenus fiscaux parafiscaux. Donc, cette contribution-là à l'assiette fiscale parafiscale fait en sorte que seulement le secteur manufacturier vient chercher près du tiers du coût de la crise. Encore une fois, si on veut revenir à l'équilibre budgétaire, il faut un secteur manufacturier effervescent plus que jamais. Maintenant, je passerai la parole à Louis. On est dans la région manufacturière québécoise par excellence, Montréal. Donc, si on veut regarder peut-être l'aspect régional maintenant. Alors, c'est une belle histoire que l'histoire du secteur manufacturier dans les régions du Québec. Si on regarde la colonne du centre, on regarde la masse critique finalement du secteur manufacturier selon les régions. Je ne serais pas surpris de voir que Montréal est le premier territoire manufacturier au Québec avec 17 milliards de PIB manufacturier. Et autant l'ouest de Montréal que l'est de Montréal y contribue. Aujourd'hui, on est à Montréal-Nord et dans un bastion manufacturier nettement. Et la logique de la masse critique, c'est les deux villes-centres et leurs rives. Alors, c'est Montréal et ses deux rives. Alors, la Montérégie, le deuxième territoire avec 10 milliards, 10,5 milliards, et les Laurentides, 3,4 milliards. Et vous avez Québec, capitale nationale, et Chaudière-Appalaches, donc ça arrive sud aussi. Alors, la masse critique, disons, il y a une certaine concentration qui est dans ces régions-là. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut regarder. Regardons maintenant la place qu'occupe le secteur manufacturier dans certaines économies régionales. Et il y a des histoires absolument épatantes à raconter, comme Chaudière-Appalaches, c'est le centre du Québec, avec respectivement 28 % de leur économie et 25 % de leur économie qui est constituée du secteur manufacturier. On est dans les proportions de la Chine avec ça. Alors, la Chine est à 27 %. Alors, c'est vraiment exceptionnel que cette concentration du secteur de la fabrication dans ces régions. On voit que l'Estrie aussi est un territoire manufacturier très important, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment avec les alumineries, et la Montérégie, dont je parlais tout à l'heure avec sa masse critique. Maintenant, si on regarde la croissance, pour démontrer à quel point beaucoup de régions du Québec ont fait le choix dans leur développement économique de privilégier le secteur manufacturier pour toutes les raisons que Mathieu nous a données tout à l'heure. On regarde la Gaspésie avec sa filière de transformation alimentaire avec 14 % de croissance année sur année au cours des 4 dernières années. Le nord du Québec, ma foi, 13 % de croissance avec, entre autres, sa filière de la transformation du bois. Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Estrie, centre du Québec, dans les 7 à 9 %. Alors, c'est une belle histoire de voir le dynamisme du secteur manufacturier et la réindustrialisation du Québec qui se fait depuis quelques années. Alors, Antoine, à toi la suite. Merci, Louis. Donc, la conférence s'appelle l'ère des transitions. Donc, parlons-en des fameuses transitions. Comme vous le voyez à l'écran, l'ère des transitions, c'est un changement de paradigme complet. C'est 12 transitions au total qui sont en voie de transformer autant notre économie que notre société, manufacturière, mais bien plus encore. Certaines d'entre elles sont plus de posture préoccupante, d'autres plus de posture habilitante, vous le voyez. Naturellement, les pragmatiques d'entre vous vont réaliser que les transitions qui sont dans la nature préoccupante, naturellement, si on les adresse de la bonne façon, peuvent être une belle opportunité pour nous. Ça va sans dire. Originalement, on avait 10 transitions qui faisaient partie de notre conférence. Et ensuite, naturellement, lorsque la crise sanitaire a frappé,
On en a trouvé 2 nouvelles, la préventive et la communicationnelle, qui sont plus importantes que jamais dans le contexte qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui. De la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, ça va être qu'on va se concentrer sur une transition bien spécifique, la transition vedette, la transition technologique. Donc, on va vous la couvrir plus en détail et les 11 autres, on va les couvrir un petit peu plus en surface à l'instant. Donc, on va commencer avec la transition autarcique cette fois-ci. Donc, l'accès vital au marché d'exportation qui était déjà plus un acquis avant la crise sanitaire, ça s'est accentué dans la crise. Protectionnisme qui était une tendance lourde qui mettait à risque les revenus d'exportation des entreprises qui étaient concentrées sur peu de marchés géographiques. On va assister, on sait plus que jamais, à un repli sur soi des États à travers le monde. Donc, on voit le protectionnisme qui prend son envol, qui a déjà été présent et qui continue à rentrer dans nos vies. L'achat local qui est favorisé aujourd'hui par beaucoup de nations, surtout pour des stocks prioritaires. Donc, on va voir cette tendance-là qui va se poursuivre dans le temps pour bien des États, qui va amener une certaine réalité différente pour les exportateurs. La deuxième transition maintenant, c'est la transition générationnelle, le fameux grand dossier de reprenariat de la dernière décennie, une œuvre inachevée. En sortie de crise, on sait qu'il y a des entreprises qui vont avoir disparu, d'autres qui vont être nées de la crise, celles qui vont avoir survécu pour la majorité ou disons pour une certaine portion ont été fragilisées. Donc, on se questionne à savoir ça va être quoi l'impact de la crise sur l'attitude du propriétaire cédant en fin de carrière. On sait que d'un côté, certains vont vouloir sortir très rapidement pour pouvoir passer à autre chose après avoir vécu 1 ou 2 années plus difficiles durant la crise. D'autres vont vouloir revaloriser. Donc, on va voir de l'attentisme, de la patience qui vont vouloir revaloriser l'entreprise avant de passer au suivant. Donc, reste que ça va être une belle opportunité pour des repreneurs de faire des belles acquisitions, puis possiblement enfin de fermer ce grand dossier-là de reprenariat qui nous suit depuis bien des années. Est-ce qu'on va assister à un boom entrepreneurial manufacturier? Ce n'est pas hors de la question actuellement. On sait qu'il y a des belles opportunités d'entrepreneuriat manufacturier actuellement à l'horizon. La troisième transition, c'est la transition inclusive. On a vu, on le sait, pendant la crise, une hausse significative du taux de chômage qui, on s'était dit, pourrait peut-être perdurer. Comme vous l'avez entendu de mon collègue Louis un petit peu plus tôt, disons que la pénurie de main-d'œuvre revient au galop. L'importance d'avoir des travailleurs immigrants qui sont intégrés, qui sont retenus en région pour créer de la richesse régionale à travers tout le Québec demeure la priorité. C'était une priorité avant la crise sanitaire, ça va l'être encore plus. Donc, dans un objectif d'avoir une inclusivité dans le secteur manufacturier, l'intégration des travailleurs immigrants en région va être une priorité. La transition financière, c'est toute la transformation des paradigmes financiers. On le sait, la transition financière, c'est important autant au niveau des institutions financières qu'au niveau des entreprises. La fonction finance va se transformer, entre autres provoquée par la transition technologique qu'on va parler aujourd'hui, mais également par d'autres transitions comme la transition expérientielle, circulaire, la générationnelle. On le sait, s'il y a une grande transition générationnelle, ça va amener un grand coût de capital. Donc, ça va exiger toutes ces transitions-là, un ajustement immédiat au niveau des entreprises. Donc, transformer la fonction finance pour être à beaucoup plus grande valeur ajoutée, beaucoup plus stratégique, des données en temps réel connectées sur les opérations, une grande mobilisation au niveau de l'intelligence d'affaires derrière la fonction finance. Donc, plus seulement une obligation, mais bien une valeur ajoutée. D'un autre côté, ça va aussi demander un ajustement immédiat des institutions financières, l'adaptation des produits financiers, personnalisation des services qui sont offerts, une gestion du risque renouvelée avec des nouvelles réalités financières. Post-COVID, on le sait, avec une notion de prévention, on va devoir avoir des gestions de risque évoluer. Il va y avoir des nouveaux modèles d'affaires uniques qui vont être créés pendant la crise et après la crise, des business cases qui sont de plus en plus importants et ainsi de suite. Donc, des deux côtés, les entreprises comme les institutions financières vont avoir des grands changements qui vont être requis pour s'adapter aux nouvelles réalités. La transition préventive, maintenant, toutes les entreprises, les organismes qui vont avoir constamment être dans un état de préparation adéquat pour faire face aux crises économiques, aux guerres commerciales, aux pandémies, aux catastrophes naturelles ou toute autre perturbation qui serait dommageable et qui aurait un indice élevé de dangerosité ou de criticité qui pourrait mettre à risque les organisations, donc en les rendant vulnérables à court terme, voire même inopérants. Donc, on sait qu'on va avoir besoin d'une posture préventive, d'avoir des nouvelles gestions de risques, des nouvelles vigies des risques et des systèmes de mitigation ou pour adresser les perturbations lorsqu'elles vont survenir, plutôt que d'espérer qu'il n'y en ait pas, puis quand ça arrive, on réglera le problème. On l'a vu, on ne peut pas simplement agir comme ça, on doit prévoir les risques maintenant. La transition matérielle maintenant, tout l'engouement pour les matériaux durables et recyclés à forte valeur ajoutée.
On sait que cette transition-là matérielle va être en accélération, en synergie avec la transition circulaire, comme ça peut être à vous parler. Donc, la tendance lourde, entre autres, d'allègement des matériaux fait en sorte que les matériaux, entre autres avec l'électrification des transports, fait en sorte que les matériaux avancés qui amènent certaines propriétés des matériaux à un autre niveau, donc 2 ou 3 coches plus loin, ça va être un grand vecteur pour l'allègement des matériaux va être un grand vecteur justement pour atteindre cette transition-là. Donc, sans oublier tous les nouveaux matériaux qui sont reliés à la crise sanitaire, l'aluminium antimicrobien à 3 surfaces qu'on a vu partout dans les médias au début de la crise est un exemple de matériaux avancés qui a été créé dans la crise. Il y en a bien d'autres. Donc, cette réalité-là, encore une fois, des matériaux avancés qui va être une nouvelle grande tendance dans l'industrie manufacturière qu'il va falloir garder à l'œil, sachant que la majorité des innovations proviennent des matériaux au niveau du développement de produits. Transition régionale maintenant, la pression financière sur les municipalités en sortie de crise qui va être assez élevée. Investissement Québec qui est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives, les gouvernements de proximité comme les municipalités, les MRC, les organismes de développement économique qui vont devoir ajuster leur offre pour demeurer pertinents, complémentaires et synergiques. On sait qu'on a une offre écosystémique au Québec qui est extrêmement riche, mais qui est également à certains égards fragmentée. Donc, la combinaison des forces de gouvernement de proximité et de l'écosystème pour aider les entreprises en restant pertinents dans leur offre va être essentielle. Transition circulaire maintenant, donc il nous en reste plus que 4. La transition circulaire, de réponse économique au changement climatique, on le sait généralement, soit on parle d'économie, création de richesse, ou on parle de l'environnement. C'est rare qu'on réussisse à rallier les deux. La transition circulaire, c'est ça. C'est qu'on amène une réponse économique à ces changements climatiques-là. Donc, l'adoption du modèle circulaire qui va venir créer un positionnement différencié qui est de plus en plus recherché au sein des entreprises par une clientèle qui est en croissance. On sait, on a un monde où les ressources s'amenuisent, les rebuts de l'un peuvent devenir la matière première de l'autre, donc la notion du modèle circulaire. Donc, cette réalité-là, qui est surtout marquée par la grande tendance vers l'achat local, l'achat régional, va faire en sorte que les entreprises qui souhaitent se différencier, qui souhaitent bâtir des beaux modèles d'affaires autour de ça, pour utiliser de manière efficiente les ressources qui sont disponibles pour se différencier, mais aussi pour éviter des pénuries d'approvisionnement. Ça va devenir un modèle qui est très recherché. On le voit déjà dans des entreprises comme Loop, comme Soleno, comme d'autres. C'est très alléchant et ça peut être un modèle qui est bien rentable s'il est bien mis en place. La transition expérientielle, maintenant, on le voit, ça c'est dans toute la société, ce n'est pas juste dans le secteur manufacturier, mais toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. Donc, on voit des tendances vers la servicification des produits qui fait en sorte que le produit devient de moins en moins la finalité. On voit que le produit devient plutôt un contributeur à l'expérience client. La crise sanitaire nous a forcé, comme bien les entreprises, à adapter l'offre, à se repositionner, à changer le modèle d'affaires pour rendre disponibles nos produits, nos services à distance dans une logique de servicification. Donc, exemple, au lieu de vendre un produit, on vend de vendre un moteur, exemple, on vend 1 heure de vol. On amène de la richesse, on amène un revenu récurrent, on amène des mises à jour, on amène un service entourant ça. Finalement, le produit ne devient qu'un accessoire à atteindre ses objectifs. Ça fonctionne dans le B2B, ça fonctionne dans le B2B, dans le B2C, pardon, dans le B2G même à certains égards. Donc, cette réalité-là de surtout orienter notre produit sur une expérience client est maintenant une transformation du modèle d'affaires qui est extrêmement intéressante et qui peut créer beaucoup de richesse pour une entreprise. La transition écosystémique maintenant, pour atteindre les objectifs de la transition technologique qui va vous être présentée dans quelques secondes, bien, il faut un écosystème d'affaires fort. Et ça tombe bien, l'écosystème d'affaires québécois est exceptionnel et est prêt à propulser l'ère des transitions. On le sait, les entreprises vont devoir compter sur plusieurs fournisseurs stratégiques aujourd'hui à l'ère du 4.0 pour réussir leur transition technologique. Ça tombe bien, comme je le disais, le contingent québécois est très fort et on voit qu'il est également très riche. Malgré sa fragmentation, il y a des complémentarités exceptionnelles entre les acteurs. On voit des acteurs privés comme des Nordostello, on voit des organismes d'appui comme des Prima et d'autres. On voit des organisations plus au niveau des sociétés d'État comme Investissement Québec-CRIC, des organismes comme le Synchronex avec les 59 CCTT. Donc, toutes ces organisations-là collaborent maintenant, travaillent ensemble pour aider à propulser l'ère des transitions. Ultimement, c'est la transition communicationnelle. On l'a entendu, on l'a vécu. Il y en a qui ont frappé un mur au début de la crise sanitaire. Les entreprises sont souvent peu portées vers la notoriété, vers les communications, vers promouvoir leur image de marque.
Puis à l'ère des partenariats stratégiques, on le sait, les entreprises vont devoir nouer des alliances, garder des bonnes relations avec tous leurs acteurs clés. Les communications internes, autant qu'externes, avec transparence, de manière organique, vont être la clé du succès pour une sortie de crise réussie, pour créer de la richesse. Donc, comme vous le voyez, c'est 12 transitions, 11 qui ont été présentées maintenant, et on va maintenant aller vers la transition vedette pour aller un petit peu plus en détail, et les 12 qui sont bien connectées les unes envers les autres. Louis, à toi la parole. Merci, Antoine. Je pense qu'on pourrait dire que la transition technologique, c'est la mère de toutes les transitions. On sait que dans la décade des années 2010, menant à l'avant-COVID 2019, les investissements privés en immobilisation dans le secteur manufacturier étaient au beau fixe, étaient assez stagnants. Et on voyait beaucoup d'attentisme par rapport à la transition technologique, transition numérique, où les entreprises n'y trouvaient pas leur compte, n'y voyaient pas leur intérêt. On nous disait les principaux freins, une étude qu'on avait faite avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, donc perception de complexité des entreprises, méconnaissance des partenaires d'accompagnement. Les entreprises se croyaient seules, ma foi, au combat par rapport à cette importante transition, mais aussi le manque de main-d'œuvre et l'écart de compétences. Alors, on a vu à quel point l'humain est central dans la question de la transition technologique. On l'avait bien décrit dans l'étude qu'on a publiée il y a 3 ans qui s'appelait « L'humain au cœur de la 4e révolution industrielle ». Et donc, les entreprises souvent se disaient, trouvez-moi de la main-d'œuvre et puis je vais l'entrevoir, la transition technologique, mais sans main-d'œuvre, je ne veux même pas commencer à y penser. Alors, on a évolué de cette pensée-là, mais reste que ça a été ça pendant un petit bout de temps. Donc, ça, c'était avant 2019. 2019, on a eu de belles surprises. On a eu une grande année. En fait, 1 milliard d'investissements privés additionnels dans le secteur manufacturier. On a vu que les choses commençaient à bouger. Antoine nous faisait état de statistiques tout à l'heure, 2019, où il y a eu une espèce d'effet action-réaction. Alors, aussitôt qu'on a mis en œuvre ce qu'on appelle la productivité du capital, donc avec les technologies, on a vu le taux de productivité du secteur manufacturier monter drastiquement et jusqu'à s'élever à être le premier dans les secteurs au Québec. C'est quand même pas rien. Donc, ça a été 2019, une année, ma foi, record d'investissement privé pour la dernière période. Maintenant, COVID-19, économie mise en pause, etc. Alors, reste que les entreprises s'en sortent pas trop mal. Reste que beaucoup de choses ont été mises un petit peu sur le rond en arrière, comme on dit. Reste que beaucoup d'entreprises ont continué à investir. C'est ça qu'il faut dire dans COVID-19, malgré tout. Et pourquoi? En fait, je donne 4 raisons pour lesquelles les entreprises manufacturières vont continuer à investir et vont continuer à actionner la transition technologique. La première, c'est qu'on a vu que, ma foi, durant COVID-19, l'industrie des services a été sauvée, ma foi, par le numérique. Donc, il a fallu qu'on trouve des solutions pour amener, d'une part, notre produit aux clients. Et c'est pas rien, 78% des Québécois ont fait au moins un achat en ligne pendant la période COVID. Et aussi, les ventes en e-commerce sur les plateformes B2B ont explosé également. Donc, on a vu à quel point c'était important et les manufacturiers, eux aussi, ont actionné ce levier-là. Donc, on va être dans la continuité. Deuxièmement, l'équilibre entre des chaînes de valeur qui ont été écourtées et les besoins en rentabilité. On a parlé beaucoup de la thématique des chaînes d'approvisionnement. On a réalisé une étude aussi qui s'appelle « Repenser nos chaînes industrielles pour une économie prospère ». Et on a vu qu'avoir des chaînes d'approvisionnement uniquement basées sur les coûts, c'était devenu insoutenable. Les entreprises ont voulu dérisquer leur chaîne d'approvisionnement en utilisant également des fournisseurs au minimum continentaux, régionaux et même locaux. Alors ça a fait que les coûts, ils ont dû assumer plus de coûts par rapport à leur chaîne d'approvisionnement et il faut compenser à quelque part. Et c'est clair que le meilleur endroit pour compenser, c'est en augmentant la productivité grâce à l'automatisation, grâce aux technologies numériques. Et les entreprises ont bien compris, c'est comme ça qu'on va être capable de
faire un sens avec l'équation financière. Maintenant, troisièmement, la main-d'œuvre, je le disais, on est retour au plein emploi. Notre misère de rareté de main-d'œuvre est de retour avec nous. Qui sait, peut-être pire que la dernière fois. Et donc, l'automatisation est une des façons de pouvoir au moins assurer, comme le disait Sophie Robillard récemment, assurer des emplois de qualité intéressants et tout ce qui est à faible valeur ajoutée, ne pas laisser ça à l'humain finalement. Et quatrièmement, le financement gouvernemental qui est là, qui est disponible. Le ministre des Finances du Québec l'a dit, le ministre de l'Économie aussi. On a vu le dernier budget, 4 milliards de dollars mis à contribution pour la transition numérique. On a vu que l'offensive numérique a été lancée récemment. Le gouvernement fédéral a plusieurs programmes aussi. Et la bonne nouvelle de ça, qui l'aurait cru, durant la pandémie, les entreprises canadiennes, incluant les entreprises québécoises, ont accumulé jusqu'à 130 milliards de liquidités excédentaires. Et les ménages, plus de 100 milliards de liquidités additionnelles pour les ménages. Alors, on voit aussi que les voyants sont au vert, que le terrain est fertile et que les investissements technologiques, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour le faire. Maintenant, quoi faire? Comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Si on peut aller à la prochaine diapositive, Antoine, s'il te plaît. On a vu que l'étape de sensibilisation a été faite et elle était nécessaire. Et on voit là qu'on est dans une vague actuellement. Et les outils sont là, la feuille de route, le diagnostic de maturité numérique, tout est présent. Beaucoup d'aide et d'accompagnement disponibles actuellement. Et le dossier d'affaires qui reste un mot de tête. Les entreprises ont de la difficulté à évaluer les coûts d'une transition numérique, par exemple, les retombées, aussi le retour sur l'investissement et le temps de recouvrement qui va être nécessairement plus long parce qu'il faut impliquer les membres de l'équipe. Il faut s'occuper de la gestion du changement, une certaine complexité additionnelle reliée aux technologies. Et donc, on ne parle plus de 12 à 18 mois de retour sur l'investissement, de payback en bon français. On parle de 3 à 5 ans. Et donc, vous voyez que l'équation financière n'est pas nécessairement évidente. Il faut s'assurer de protéger les liquidités des entreprises. Et donc, pour le dossier d'affaires, les entreprises ont besoin d'aide et je pense que c'est un mot lancé à l'écosystème d'affaires du Québec. C'est une bonne façon d'aider les entreprises actuellement. Donc, voilà, je pense que la table est mise pour la transition technologique et on peut être extrêmement confiant. Tout est en place. L'accompagnement, l'argent, la volonté corporative, semble-t-il, des entreprises est également présente. Alors, on a toutes les raisons d'être très, très optimistes et on va en parler tout à l'heure avec nos panélistes d'ailleurs. Maintenant, en conclusion, compte tenu que on a hâte d'écouter les entreprises tout à l'heure. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu que le manufacturier est maintenant la carte maîtresse de la reprise de l'économie. Alors, seul un secteur de la fabrication fort et résilient permettra d'atteindre la souveraineté manufacturière, ma foi, dans des secteurs névralgiques, permettant ainsi de préserver la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et de l'expérience client, comme Antoine le disait, et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques. Et je pense que nos gouvernements vont en avoir bien besoin dans les années à venir. On croit qu'une prise en compte des transitions évoquées aujourd'hui par les entreprises permettra au secteur de la fabrication de jouer pleinement son rôle économique et augmenter ses chances de succès pour une sortie de crise réussie. Alors, merci de votre écoute. Et maintenant, on va aller, ma foi, au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire notre panel avec des entreprises. Et donc, je demanderais peut-être à Greg de me rejoindre. Donc, on va parler Bonjour Greg, ça va bien? Tu es en sourdine, je crois. Voilà. Oui, ça va très bien, bonjour. Bon, mais content de te revoir, Greg. On s'est parlé quelques fois, mais ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui, exactement. Alors, Greg, on va y aller direct dans le vif du sujet. Donc, ton entreprise Vestichel
entreprise qui joue dans ce film-là de la transition technologique actuellement. Mais dans un premier temps, si tu peux peut-être te présenter, parce que moi, derrière un entrepreneur, il y a toujours un humain et puis c'est toujours intéressant de voir un peu ton cheminement de carrière. Puis, si tu veux nous parler sommairement des activités de Vestcel. Oui, je suis un ingénieur mécanique. J'ai fait mon cours à la Polytechnique dans un autre siècle. Je suis aussi Lean Master, formation que j'ai reçue du Mouvement québécois de la qualité. Alors, ça fait autour de 35 ans que j'essaie d'avoir de l'expérience sur le marché du travail dans différents domaines. J'étais gestionnaire de projet, directeur des opérations et j'ai aussi été gestionnaire de qualité pour l'Amérique du Nord pour la compagnie Sigram. Essentiellement, c'est ça. Vestcel, c'est un propriétaire unique. C'est mon frère Joe Laflamme qui en est le président. On est une fonderie à cire perdue. C'est un processus qui est vieux de 5000 ans. Alors, pourquoi changer quelque chose qui a fonctionné pendant 5000 ans? Je vais essayer de vous le démontrer. On exporte 90% de nos produits aux États-Unis et en Europe. On est dans les domaines aérospatial, défense, médical, nucléaire pour les réacteurs CANDU et commercial. Et puis, évidemment, il y a le protectionnisme et il y a aussi nos compétiteurs en Chine, aux États-Unis, en Europe et en Inde. Donc, on doit être en mesure de battre la compétition puis de prouver la valeur ajoutée de nos produits. Alors, Greg, je raconte en boutade que tu nous décrivais l'entreprise, une entreprise qui est active avec des secteurs de pointe au niveau technologique comme l'énergie nucléaire, etc. Et tu me racontais justement dans un premier temps que les fonderies, finalement, c'est une technologie qui date de l'Égypte ancienne de 500 ans. Tu m'avais un peu fait peur la première fois qu'on s'est parlé. J'ai dit, oh là là, on va parler de transition technologique pour quelque chose qui existe depuis 500 ans, mais c'est vraiment ça. Alors, si tu peux me faire un petit peu, peut-être un petit historique, la transition technologique chez vous, est-ce qu'il y a eu comme un élément déclencheur et vous avez voulu agir ou c'est quelque chose qui s'est fait en continu? Vous avez toujours été une entreprise peut-être qui avait les bons comportements et qui a toujours investi en technologie. Alors, juste dire un petit peu, c'est-tu quelque chose qui s'est fait dans le temps ou c'est quelque chose qui s'est peut-être accéléré dernièrement? Ça s'est fait dans le temps. Ça s'est aussi accéléré dernièrement. L'historique de la compagnie, essentiellement, M. Valenta, dans le temps, avait engagé des gens qui développaient de l'équipement à l'interne. Puis ensuite, il y a eu comme un vide pendant quelques décennies. Et puis, c'est l'équipe de gestion. On a forgé une vision, puis la technologie nous intéressait. Mais on a fait un exercice intéressant, c'est qu'on a pris 30 collègues d'usine, donc personne de l'équipe de gestion, pour bâtir à l'aide d'un coach externe une charte d'engagement, vision. Et puis, les employés nous disaient, on veut être une entreprise de haute technologie, on veut être efficace, on veut être proche de nos clients, etc., etc. Puis, aidez-nous à aller là. Puis juste pour vous montrer mon incompétence, c'est que 3 jours après qu'on aille, que les employés aient forgé cette charte-là, 2 employés étaient dans mon bureau pour savoir quand est-ce qu'on allait l'installer dans l'usine pour qu'ils puissent en parler avec les autres gens pour les mobiliser puis les amener dans la direction dans laquelle on voulait aller. Alors, on a trouvé l'exercice vraiment intéressant. Fait que c'est pas pour dire que l'équipe de gestion ne voulait pas de la haute technologie, oui, mais on avait cet engagement-là aussi des employés. Je peux vous donner quelques exemples, si vous voulez, de comment est-ce qu'on a cheminé. Et puis, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a acheté à prix modique une CNC. Donc, c'est une machine-outil programmable. On avait des machines-outils conventionnelles. Et puis, on a installé ça dans l'usine. Et puis, les gens ont programmé puis ont déplacé de la production vers cette machine-outil-là. Nous, ça nous a amené à changer notre vision. Donc, on a acheté quelques CNC et on a formé des cellules. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on peut réduire nos coûts. Ce n'est pas conventionnel, donc c'est plus sécuritaire. Et on est capable d'être plus compétitif. L'autre point intéressant avec la technologie dans ce cas-là, c'est qu'il
il y a 5-6 ans, on n'aurait jamais pensé offrir à nos clients d'usiner une pièce finale. Là, ça fait partie. Donc, la transition technologique a aidé aussi à forger notre vision de l'entreprise, puis d'aller plus loin, puis d'être capable de créer de la valeur ajoutée. Alors, nous, on pense que la technologie et le travail qu'on fait avec les centres de transfert technologique va nous aider à battre le protectionnisme. On va fabriquer des pièces de plus en plus complexes et on va créer aussi plus de valeur ajoutée. Un autre exemple, à l'automne 2020, on a installé un système de jet d'eau à haute pression pour enlever la céramique de sur les pièces qu'on coule. Et puis, ça aussi, ça aide à réduire les accidents de travail. Il y a un excellent retour sur investissement et on a l'équivalent d'à peu près 4 personnes année qu'on a pu déplacer à des goulots. Donc, en pénurie de main-d'œuvre, c'est ça que ça nous prend. Là, c'est comment est-ce qu'on peut générer plus de projets ayant le même retour sur investissement. Un autre projet qui est peut-être dans un autre domaine, on a des départements de trempage, donc qui sont très propices à créer des défauts. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le processus métallurgique, mais on a installé un système SCADA, donc c'est, excusez le terme anglais, Supervisory Control Data Acquisition. Donc, c'est peut-être la base là, du 4.0 où on accumule du data. Viscosité, température, humidité, temps de séchage dans nos opérations et on est en mesure d'optimiser le processus. Donc, vous avez même maintenant, ma foi, des éléments décisionnels qui découlent de ces technologies-là, ce qui est fantastique. J'ai trouvé ça formidable quand tu parlais d'avoir impliqué l'humain. Tes employés étaient devenus un peu des leaders. Ils venaient, ils n'étaient pas à la remorque, à ta remorque. C'est eux qui tiraient, on dirait, en avant puis qui voulaient aller plus loin. Alors, c'est sûr que ça change, ma foi, ça change la culture. Y a-t-il, par exemple, des freins, des éléments peut-être que faut garder les yeux ouverts? Il y a des éléments qui sont peut-être un peu plus difficiles dans une transition comme celle-là. Y a-t-il quelque chose chez vous il a fallu que vous mettiez un peu plus de temps, peut-être pour gérer certaines difficultés, peut-être en cours de route? Il y en a eu quelques-uns. Mais je pense que définir ce qu'on veut, c'est vraiment important. Si on ne définit pas bien, ça a déjà arrivé qu'on a eu des petits manques à ce niveau-là. Alors ça, je pense que c'est très important. On prend le temps d'aller dans les foires techniques pour aller voir ce qui existe en Europe, qu'est-ce qui existe aux États-Unis, parce que si tu veux battre la compétition, il faut que tu saches où est-ce que la compétition se situe, puis tu vas vouloir essayer de faire des choses différentes. Puis des fois, c'est entre nous autres. Il y a des fois qu'il a fallu approcher, par exemple, le Centre de métallurgie du Québec pour voir, eux, leur point de vue, puis on essaie de faire de la R&D avec eux autres. Dans d'autres cas, on a eu des petits problèmes de communication. Puis c'est peut-être ridicule. On est allé chercher l'engagement des employés, mais ici, on a des quarts de jour, de soir, puis de fin de semaine. Puis dans notre plan de communication, on a manqué de 1 heure l'équipe de fin de semaine. Donc, quand ils ont su par d'autres employés ce qu'on voulait faire, il y a un employé qui pensait qu'il allait perdre son emploi. Alors, ce que je dirais, là, le plan de communication, puis d'être sûr qu'on rencontre les gens le plus rapidement possible, parce que lui, il avait perdu son emploi où il travaillait avant, justement à cause de l'automatisation. Alors, nous, ce n'est pas notre but. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on veut, c'est déployer les gens dans un goulot ou là où on a des problèmes et on veut garder ces gens-là. Mais par contre, il faut être bon aussi à les former. Alors, je peux vous donner des exemples. Le CSMO de la métallurgie nous a donné un DEP en usine. Il y a très peu de gens qui connaissent la métallurgie. Alors, moi, dans mon temps, il y avait un département de métallurgie à la Polytechnique, mais ça n'existe plus. Alors, c'est peut-être en voie de disparition. Jusqu'à date, il y a une 40aine de collègues qui ont eu un diplôme d'études professionnelles en fonderie. Donc, quand on fait ça, ça aide à mobiliser et à avoir l'engagement des gens. Ils sentent qu'ils font partie d'une famille. Ce n'est pas une équipe qui joue contre une autre équipe, mais on est une grande équipe.
Puis évidemment, la technologie. On a eu un petit problème avec notre projet à l'automne. À cause de la COVID, on ne pouvait pas avoir de technicien qui vient faire le démarrage. Alors ça c'est quelque chose qu'on a appris aussi un peu à la dure. Mais la machine fonctionne très bien en ce moment. Fait que je vous dirais, c'est peut-être les petites problématiques qu'on a eues, mais d'aller voir les technologies, d'aller faire des visites en industrie. On est membre de l'Investment Casting Institute, donc on est allé faire des visites dans des usines aux États-Unis et vice-versa. On doit venir chez nous visiter. Donc, on est capable d'aller voir quel genre d'équipement qu'ils ont. Puis encore là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'équipement, puis on essaie de prendre de meilleurs équipements que ce qu'eux autres ont, mais on sait que ça a été prouvé, puis ça fonctionne pour eux, donc ça va fonctionner pour nous. Donc, se tenir au courant, s'informer, pas hésiter à conclure des partenariats avec d'autres organismes. Oui. Sont des éléments, puis bien planifier son projet. Alors, des éléments sur lesquels il ne faut pas lésiner. Si on parlait, on est rendu presque à la fin, au niveau peut-être de résultats, de certains impacts que tu dis, on ne retournerait jamais en arrière. Peut-être que ça a changé la donne pour l'entreprise. Tu dirais quoi, les éléments positifs là, de tout ça? Bien, définitivement, ça l'a aidé à forger la vision. Jamais qu'on retournera en arrière. Je veux dire, c'est les CNC, les équipements automatisés qu'on a ou le data qu'on a pour faire des analyses, c'est beaucoup plus simple qu'avant. On a beaucoup moins de papier. C'est beaucoup plus facile d'arriver à des conclusions. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant? Si c'était à recommencer, je la referais. Là, c'est facile à dire, mais je veux dire, j'irais plus vite parce que ça a été des situations gagnantes. Je pourrais vous parler d'autres projets. On est dans la radiographie numérique versus les films. Je vous ai donné juste quelques exemples. Si je vous donne un autre petit exemple rapide, on parlait de CTTEI. Le CTTEI de Sorel-Tracy et PME Montréal avec le projet Synergie nous ont aidé à avoir un calculateur scientifique. Puis on donne une deuxième vie à 85 % de nos produits. Donc, une deuxième vie, ça nous aide à sauver 300 à 400 000 $ par année. Et on est capable de montrer à nos employés qu'on évite 1,4 million de kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est un autre domaine, mais vous avez quand même parlé tantôt des CTTEI. La technologie peut nous aider. Et il faut y aller. Si on n'y va pas, le concurrent va y aller, lui. Donc, on devient désavantagé. Et je ne pense pas qu'on est à l'ère d'être désavantagé. Il y a assez de troubles autres que la technologie. La technologie, c'est un facilitateur, puis ça va vous aider à forger votre vision pour le futur. Tout à fait. C'est intéressant parce que les impacts, tu parles de développement durable aussi, tu parles, ça a forgé la vision de l'entreprise. Et puis, je suppose, tu as parlé beaucoup de l'humain dans ton propos, pour la mobilisation des employés, j'ai l'impression que ça leur a donné des beaux projets. Puis, on dit aujourd'hui que si les employés ont l'impression qu'ils s'accomplissent dans leur travail, ça vaut beaucoup de la rémunération salariale, ça. En fait, ça aide à la rétention des employés, à les mobiliser. Alors, j'ai l'impression que ça a été ton cas, ça a été votre cas aussi chez Vessel. Oui, ça aide à garder des employés. On a des employés là, qui ont 72 ans et ils ne veulent pas s'en aller. Je fais l'analyse des projets d'amélioration, puis on a 1,4 améliorations par jour grâce à nos collègues dans l'usine. Alors, le fait de les impliquer, ils sont aussi intelligents que nous autres, nos employés. Il ne faut pas se leurrer. Là. Je suis un ingénieur, mais ça ne fait pas que je suis intelligent. Il faut que j'aille chercher la force motrice dans l'usine. Puis, c'est eux autres qui savent c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Ils sont capables d'aller sur l'Internet pour voir les types d'équipements. Quand on les laisse participer, ils vont nous aider. Si on les garde dans le coin, ben, c'est plus difficile d'avancer. Alors, l'humain est extrêmement important dans l'équation. Il ne faut pas hésiter de faire participer nos gens. Tout à fait. Et tu as parlé aussi des partenariats avec des joueurs de l'écosystème. Tu parlais du Centre métallurgique du Québec et d'autres. Alors, là aussi, je pense que je dis souvent ça, qu'on n'est pas seul. Les manufacturiers ne sont pas seuls avec ce défi-là. Je pense que tu serais d'accord à le dire que
on ne faut pas hésiter à se faire accompagner non plus. Entièrement d'accord. Je veux dire, je parlerai aussi de notre banque, l'Investissement Québec, Aéro Montréal. C'est des aides financières. Des fois on ne va pas chercher d'aide, mais quand il faut y aller, on y va. Mais je suis entièrement d'accord avec l'écosystème d'entraide. On est mieux en groupe. Tout à fait. Greg, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Ton témoignage était éloquent. Je trouve qu'on a touché vraiment, là, on parlait des vraies affaires, disons, si tu vois ce que je veux dire, par rapport à une transition technologique qui n'est pas seulement technologique. Et merci beaucoup d'avoir contribué ce matin en étant avec nous. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'entrevue et je demanderai à Sophie Robillard et Francine Pomerleau de se joindre à nous. Est-ce qu'elle est là? Bonjour Francine, bonjour Sophie. Alors, pour cette deuxième partie, je vais me contenter de présenter Sophie, qui est vice-présidente investissement au Fonds de solidarité FTQ, qui est aussi administratrice à Manufacturier Exportateur du Québec, qui est une gestionnaire de grande expérience, qui a travaillé dans plusieurs industries et qui, je dirais, est une spécialiste en transformation des entreprises, transformation numérique aussi plus récemment. Donc, je pense que le mot transition colle bien à ta peau, Sophie. Je pense que tu étais faite pour ça, disons. Et je vais te laisser les rênes à ce moment-ci pour une entrevue. On a bien hâte d'écouter Francine. Et vers les 25, on redonnera la parole à Nouchik tout à l'heure pour le mot de la fin. Alors, Sophie, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Louis. Très intéressant. Merci, Greg, aussi pour ce bel exemple. Donc, bonjour à tous. Et puis aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Madame Francine Pomerleau, la PDG de Sandrex. Bonjour, Francine, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Très bien. Et on va commencer, Francine. On s'est rencontrés en 2017 déjà. Par l'entremise du fonds, d'ailleurs. Et puis, la première question, c'est très, je dirais, à haut niveau. Peut-être nous expliquer ton parcours professionnel et quelle est cette belle entreprise, Sandrex. Alors, je t'écoute. Moi, je suis une comptable agréée de formation. Et puis, avant Sandrex, donc ça fait 6 ans que je suis avec Sandrex, mais avant ça, j'ai été présidente directrice générale pendant 9 ans d'un distributeur de fournitures médicales. Au sein de cette entreprise-là, j'ai occupé le poste de PDG, de vice-présidente des opérations. J'avais débuté comme contrôleur. Donc, j'avais vraiment fait une transformation technologique qui avait été faite dans cette entreprise-là. Pour moi, là, chez Sandrex, ça fait partie de mon ADN, donc d'appliquer les mêmes principes au sein de Sandrex. Sandrex, c'est un manufacturier de panneaux d'accès, de trappe à toit, de trappe à plancher et de boîtes aux lettres également. Notre usine est située dans l'est de Montréal. On est dans le B2B. Alors, nos clients sont des distributeurs de matériaux de construction. Et puis, 70 de nos ventes sont effectuées aux États-Unis. Parfait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de te rencontrer à peu près en 2017. Et puis, dans le fond, à ce moment-là, tu voulais déjà t'engager vers la voie du numérique. Et je voudrais savoir ce qui a déclenché un petit peu à ce moment-là l'ambition numérique chez Sandrex. C'est certain que le principal déclencheur a été la vision, le plan de croissance qu'on avait pour les États-Unis. Pour moi, la technologie, ça appuie la stratégie de croissance. Ça nous permet d'offrir plus de valeur à nos clients, ça nous permet d'être plus efficaces. Alors, si je fais une petite mise en situation, là, que je recule un peu et puis je me place en 2017, le portrait, c'était un vieux site web avec des pages statiques seulement sur une version logicielle finalement qui n'était pas plus supportée. Un ERP qui avait été implanté à peu près il y a 10 ans, beaucoup d'Excel. Donc, toute la planification de production était faite en Excel, pas d'inventaire au niveau de nos matières premières, la gestion des prix de revient en Excel. Donc, c'est de là qu'on est parti, là.
Donc, écoute, je te dirais que la situation de Sandrex n'est pas étrangère à d'autres entreprises manufacturières qu'on a même dans notre portefeuille. Quelle a été l'approche à ce moment-là? On travaillait ensemble, mais qu'est-ce que tu as apprécié dans l'approche et comment on s'est pris? Peut-être tu peux nous raconter l'histoire. Eh bien, le Fonds de solidarité, c'est un partenaire de longue date. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont avec Sandrex. Ils nous ont mis en contact avec toi, Sophie, pour travailler notre stratégie numérique. Alors, on a travaillé vraiment sur deux volets. D'abord, on a commencé avec la stratégie numérique. Notre objectif, c'était d'augmenter notre présence sur le web. On visait vraiment nos clients B2B. On voulait attirer des nouveaux distributeurs. Donc, ce qu'on a fait, bien, on a développé la vision numérique et puis on a identifié des initiatives à prendre au cours des prochaines années, parce qu'il y avait vraiment plusieurs étapes dans le plan pour pouvoir développer la vision. Donc, et puis ensuite, bien, le deuxième volet qui a été abordé, c'était la stratégie au niveau de la stratégie 4.0. Et puis la première étape, c'était la migration vers un nouveau ERP, mais aussi d'intégrer les activités manufacturières dans le logiciel, donc en implantant en même temps un MRP, donc le Manufacturing Resources Planning. Donc, ce qui a été fait avec un groupe de travail qui a été formé. Donc, il y avait des cadres, il y avait des employés. Puis, on a commencé vraiment par décrire toute la chaîne de valeur, puis aussi les processus à haut niveau. Ensuite de ça, bien, Sophie, avec un collègue, a animé un atelier d'une journée. Il y avait au moins une vingtaine d'employés qui ont participé là, de tous les départements de l'entreprise. Et puis, les questions qui étaient posées, c'est comment les technologies peuvent vous aider dans votre travail, quels sont les irritants, et puis comment la technologie pourrait améliorer notre service à la clientèle. Et ça a été la base là, de tout le travail qu'on a fait ensuite. Oui, je m'en souviens très bien d'ailleurs. C'était une belle journée dans un hôtel sur la rive. Je pense que je me souviens plus ce qu'on était. Mais effectivement, je pense que la clé du succès, c'est d'impliquer les gens. Et tu le fais autant les gestionnaires que les gens qui étaient même sur le plancher là, au niveau du manufacturier. Écoute, tu as parlé du volet numérique. On va commencer par ça. Donc, toute la partie du site web, on aimerait t'entendre sur, bon, tes péripéties, en fait, comment ça a été le projet, et puis un peu les leçons apprises à ce niveau-là. Puis après ça, on parlera dans un deuxième temps. Là, je te poserai la question pour l'autre volet. Fait, commençons avec ton site web, comment ça a été, puis tes leçons apprises. Oui, donc, ce qu'on a fait, bien, on a mis en ligne en décembre 2018 un catalogue web avec vraiment beaucoup de produits. Donc, c'est actuellement le plus complet de notre industrie. Donc, on a aussi un formulaire de demande de soumission, un blog. Notre site web aussi, il contient des fiches techniques avec toutes les spécifications techniques, les dessins qui sont nécessaires aux architectes, aux chargés de projet. Puis ça, c'est sûr qu'on s'est rendu compte que ça a introduit quand même une complexité là, au moment de l'implantation. Donc, les résultats, bien, on était contents. On a réussi à atteindre les objectifs qu'on avait au niveau des fonctionnalités du site web, au niveau de l'ergonomie du site. Donc, ça l'a bien été. Par contre, bien, on a dépassé les budgets d'à peu près 40 %. On a dépassé le temps qui était prévu. Nous, on avait estimé que le projet prendrait entre 4 et 6 mois. Ça nous en a pris 10. Puis bon, mais qu'est-ce qu'on a appris? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on retire de ça, les leçons? Bien, c'est certain qu'on a complètement sous-estimé le temps requis à nos équipes internes pour rassembler puis organiser toute l'information. Nous, on n'avait pas des photos pour tous nos produits. On en avait des photos, mais si on pense catalogue, il faut penser d'avoir toutes les photos. Il fallait rassembler les spécifications, des dessins. Donc, les retards, qu'est-ce que ça a causé? Qu'est-ce que ça a amené comme difficulté? Eh bien, c'est que toute l'équipe de projet de notre fournisseur de services
a changé pendant le projet. Donc, ça l'a amené vraiment beaucoup de ça a créé en fait d'autres retards, là. Donc ça, c'est les leçons, là, les principales qu'on a apprises. Dans le fond, on le voit dans le cadre de d'autres projets aussi. Souvent, sur papier, on met une portée, un budget. Moi, je dis toujours aux entreprises qu'on accompagne au fond de sous-estimez pas le fait qu'il y a peut-être le volet données, contenu est très, très important. Donc, il faut être prêt à l'avance. Et aussi, en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas à ce moment-là. Et le fournisseur ne connaît pas notre environnement. Donc, c'est un bel exemple de leçon apprise, Francine. L'autre volet, au niveau de ta stratégie 4.0, puis toute l'automatisation de tes processus aussi au niveau soit affaires ou manufacturier, explique-nous un petit peu quelle a été un peu l'expérience à ce niveau-là et les leçons apprises aussi, parce que là, je pense aussi que tu as des leçons, mais quand même, tu as tiré ton épingle du jeu. Oui, absolument. Donc, le 1er juillet dernier, donc en pleine pandémie, nous, on a implanté le logiciel Microsoft Dynamics 365 et on a intégré toutes les activités de Sandrex, donc en débutant par la soumission, les commandes, la planification de production, les achats, la gestion d'inventaire jusqu'à la livraison. Donc, pour vrai, moi, je pense que ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est toutes les leçons qu'on a apprises et puis ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans ce projet-là. Alors, en termes de leçons, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si on va chercher un intégrateur, donc des experts au niveau de l'implantation de ERP qui nous présente un devis clé en main, bien, on se rend compte que dans le fond, c'est vraiment l'équipe interne là, qui joue le rôle vraiment le plus important. Parce que il y a la technologie, mais si on n'a pas l'expertise des processus, si on n'a pas la vision de où est-ce qu'on veut se rendre, c'est quoi les améliorations qu'on veut faire, bien, à ce moment-là, on ne va pas y arriver. Alors, je débuterai peut-être par la première étape, qui est le document de concept. C'est une étape qui est vraiment importante. Et puis, dans notre cas, ce qu'on a fait, on avait formé un comité de projet à l'interne. Et ce comité-là a assisté à toutes les réunions avec l'intégrateur. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de capturer le plus d'écart possible entre le logiciel et nos opérations. Et puis, c'est exigeant, mais c'est vraiment important que les membres de ce comité-là soient les personnes les plus expérimentées de votre entreprise. Et puis, le fait de s'être impliqué au départ, bien, même si après ça, on prend un petit peu de recul dans les autres étapes du projet, ça nous a vraiment permis de sauter dans le projet au moment où il y a eu certains dérapages. Donc, c'est vraiment, vraiment important, cette première étape-là. Ensuite de ça, bien, une étape qu'on a complètement, en fait, qui nous a demandé le plus de temps, on parle de plusieurs mois, c'est tout le travail de préparation des fichiers maîtres qui vont être migrés dans le ERP. Donc, on parle des listes de clients, on parle des fournisseurs, les contacts, les articles, les prix. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est que est-ce que ces données-là existent? Est-ce qu'elles peuvent être facilement extraites dans le fichier Excel? Dans notre cas, on avait des données, notre prix de revient, par exemple, qu'on n'était pas capable d'extraire. Donc, ça a demandé beaucoup de travail. Est-ce que les données sont à jour? Souvent, on veut profiter de la migration pour s'améliorer, pour apporter des changements. Souvent, on a des besoins d'analyse. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est des nouvelles données, des nouvelles informations qu'il faut rentrer dans le système. Donc, il faut se donner du temps pour faire ça. Il faut aussi prévoir des sessions de travail à l'interne pour cartographier nos processus actuels. Ça, c'est une étape qui peut être faite avant de commencer le projet, tout comme le travail de préparation de données. Tout ça peut être fait avant de débuter le projet. Puis en fait, c'est un peu ce qu'on a appris. Ça nous aide beaucoup de le faire avant. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on va avoir débuté le projet, qu'on va avoir acquis la formation du logiciel, la compréhension du logiciel,
bien là, il faut encore prévoir des sessions de travail avec nos équipes parce qu'il faut définir les nouveaux processus. Et ça, c'est une étape vraiment importante. Il faut documenter. Une fois qu'on a fait ça, bien là, ensuite, on peut vraiment former tous les utilisateurs. Alors, dans notre cas, on s'est investi, on a mis beaucoup de temps. C'est vraiment l'équipe qui a déployé le système. Quand on est arrivé au Go Live, c'est nous qui l'avons fait. On a réussi, on a déployé, on a assuré la continuité de nos opérations sans aucune interruption après Go Live. Donc, c'est vraiment que l'implication des ressources pendant tout le projet qui a fait en sorte que l'adaptation au changement, là, qui est gigantesque, là, cette adaptation-là a eu lieu pendant le projet et non à l'étape du Go Live. Et ça, l'implication des ressources, là, ça nous a énormément aidé. Dans le fond, Francine, encore une fois, quand une entreprise s'investit dans un projet de cette envergure-là, puis on regarde une feuille de route proposée, là, parce que les intégrateurs, les fournisseurs, ils ont toujours une bonne volonté, mais ils ne connaissent pas l'environnement intrinsèque de l'entreprise. Ce que tu nous dis, c'est qu'en amont, il faut être prêt. Hein? Il faut avoir de la documentation. On ne part pas journée 1 puis on met ça dans le système. Là. Il y a du travail à faire en amont. Et je comprends qu'il y a eu beaucoup d'investissements du côté de tes gens pour faire de ça un succès. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Greg, la technologie, c'est un facilitateur, mais ça prend vraiment les gens qui sont là. Dans le fond, là, tu as fait ces deux projets-là. Moi, je suis intéressée de savoir ta vision du futur, si tu me découpes les deux. Là, fait que pour ton site web, ton catalogue et pour le reste, comment tu vois ça là, pour les 2-3 prochaines années? Bien, les prochaines étapes, en fait, au niveau numérique, bien, on veut ajouter des nouvelles fonctionnalités à notre site web. On veut créer plus de valeur pour nos clients B2B. Le site actuel, il fait un bon travail pour promouvoir nos produits, pour augmenter la notoriété de la marque Sandrex. Mais là, la prochaine étape, c'est qu'on veut permettre à nos clients, par exemple, de faire des soumissions en ligne. Donc, on veut vraiment faciliter la conversion puis offrir de la valeur. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient au niveau numérique. Au niveau de la stratégie 4.0, on veut implanter un logiciel de gestion de transport. Donc, ça, c'est une prochaine étape. Ça va permettre après ça d'offrir des soumissions en ligne et qui vont inclure le coût de transport. Et puis aussi, on veut automatiser l'usine, donc pouvoir vraiment suivre en temps réel tous les mouvements de stock, pouvoir mesurer aussi les temps réels de production. Donc, ça, c'est nos prochaines étapes. Donc, je vois qu'il nous reste un petit 2 minutes. Puis moi, je ne sais pas, je suis la seule qui voit ton écran gelé, là, mais ça doit être moi. Peut-être moi aussi, je suis gelée à l'écran, je ne sais pas. Mais en conclusion, là, on a vécu une année phénoménale avec la COVID-19. Comment tu penses que Sandrex a pu tirer son épingle du jeu grâce à la technologie? Mettons que tu n'avais pas entrepris tous les changements là, que tu as fait dans la dernière année, dans les 4 dernières années avec ton équipe. Comment tu penses que ça t'a aidé à passer à travers la COVID au niveau de la dernière année qui a été assez importante? Là. Donc, si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé? Francine, est-ce que tu es là? On entend bien, c'est simplement la vidéo qui semble être coupée. Oui, c'est ça. Alors, j'ai fermé la vidéo. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on t'entendait bien. C'est juste la vidéo était gelée. Bon, c'est bon. Alors, je m'excuse, je vais te redemander de me poser la question, Sophie. Désolée. Oui, en fait, je dis comment la technologie, tout ce que tu as fait là, depuis les 2-3 dernières années, comment ça t'a aidé à tirer ton épingle du jeu là, pour Sandrex là, en temps de COVID? C'est certain que nous, pour la crise de la COVID, là, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, pour vrai, on ne serait pas passé au travers sans les projets technologiques qu'on a fait. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous autres, l'ancien ERP avait des problèmes de lenteur. On n'aurait pas été en mesure d'envoyer tous nos gens en télétravail. On était capable pendant mars et avril et mai parce que le niveau d'activité était plus faible, mais lorsque le niveau d'activité est revenu à la normale, donc ça n'aurait pas été possible de travailler avec l'ancien système.
Donc, par chance, on avait fait les investissements, on avait déjà les serveurs, on avait déjà la communication. Donc, le nouveau logiciel, la formation des employés, tellement plus facile. Donc, pour nous, là, c'est en plus avec le site Web, la facilité de communiquer avec nos clients. Donc, pour nous, c'est par chance qu'on avait entrepris tout ce virage-là au cours des dernières années, là. Bien, écoute, Francine, c'est un beau témoignage. Je pense que, comme je te dis, c'est un cas d'exemple. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, je peux en témoigner avec nos entreprises en portefeuille. On accompagne beaucoup d'entreprises dans cette transition-là. Fait qu'écoute, je tiens à te remercier au nom du Fonds de solidarité. On a travaillé ensemble, évidemment, on travaille encore ensemble. Et puis, sur ça, je céderai la parole à Louis pour peut-être la conclusion. Louis? Oui, sûrement. Bien, on avait deux petites questions, Antoine. Je crois qu'on a reçu des questions du chat. Il y en avait une pour Francine. Est-ce que tu voudrais peut-être en faire la lecture? Oui, c'est exact. Il y avait deux questions du public. Donc, la première question, peut-être pour Francine, à savoir, vous avez dit que vous avez fait ça en juillet 2020. En fait, combien de temps évaluez-vous avoir investi du début jusqu'à la fin du projet? Au niveau de temps, là. Oui, c'est une très bonne question. J'ai fait le décompte. Pour vrai, entre la signature du document de concept et l'implantation, il s'est écoulé 1 an, 12 mois. C'est sûr qu'on avait dû mettre sur pause le projet pendant 2 mois, là, en avril et mai, mais bon. Donc ça, c'est à partir du document de concept. Mais on a passé sur le document de concept au moins 6 mois. Et puis, avant ça, on avait commencé le travail sur nos processus et à préparer nos data, donc faire le ménage dans nos données. Donc, je vais dire 2 ans de projet, là, pas toujours aussi intense, là, avec la même intensité, là, mais je vais dire 2 ans. Merci beaucoup, Francine, très apprécié. La deuxième question maintenant, qui est pour Louis plutôt. Vous avez brièvement mentionné l'impact environnemental sous les angles de pandémie, de catastrophes naturelles, donc quand on parlait des perturbations un petit peu plus tôt. Mais est-ce que la transition écologique fait partie de votre grande transition, incluant les impacts tels que ceux sur l'agriculture, comme les changements climatiques, les industries qui ont un grand impact pollueur? On le sait, il y a quelques industries, même quelques industriels qui vont chercher la grande part de la pollution, là, disons, des émissions au Québec et ailleurs dans le monde également. Bref, inclure l'amélioration de l'impact des activités des entreprises sur l'environnement et l'écologie, qui est au centre des préoccupations des gouvernements, des organisations environnementales et des entreprises elles-mêmes. Donc, la transition écologique ou environnementale, oui. Oui, en fait, rapidement, on a fait le choix dans les 12 transitions de choisir la transition circulaire. Pourquoi? Parce que la transition circulaire représente un potentiel très important pour les entreprises et à la fois aussi, la transition circulaire amène le fait qu'on aurait moins d'impact négatif sur l'écologie, sur l'environnement. Ça ferait baisser notre empreinte écologique. Et la transition circulaire, c'est comme une réponse économique au changement climatique, puisque quand on est capable d'amener des entreprises à y voir un intérêt économique et de pouvoir se démarquer, de pouvoir être plus compétitif, de pouvoir finalement vendre plus de leurs produits avec des meilleures marges dans un modèle circulaire, le jour où on va réussir à amener beaucoup d'entreprises à aller vers ça, bien, on va avoir fait un grand bout de chemin sur l'empreinte écologique. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que, comme Antoine le disait, si vous enlevez là, Ciment Mécanisme, les alumineries puis quelques autres entreprises, vous venez de couper les 3/4 de l'impact environnemental du secteur manufacturier. Pour la plupart des PME, elles se reconnaissent moins dans ça parce qu'elles disent, moi, finalement, c'est quoi mon empreinte écologique? Elle n'est pas pire l'utilisation d'énergie, mais ce ne sont pas tous les processus manufacturiers qui sont énergivores. Donc, encore une fois, ça dépend. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut faire attention quand on fait, quand je lis puis j'en ai parlé à M. Pinault souvent par rapport à l'impact écologique du secteur manufacturier sur l'environnement. Il faut faire attention de faire la part des choses. Et on pensait que ces transitions-là, il faut que les entreprises se reconnaissent. Et celles-là, ils se seraient un petit peu moins reconnus en disant il y en a d'autres qui font pas mal pire que moi. Alors, voilà un peu la réponse qu'on avait.
Un mot de conclusion, Sophie, justement, sur la thématique, puis ensuite, on va aller à la conclusion avec Michel. Oui, très rapidement, en quelques secondes, juste pour mentionner que le Fonds de solidarité, nous, on travaille à aider les entreprises à faire des transitions énergétiques. Donc, on fait beaucoup d'audits énergétiques. C'est du très concret dans nos entreprises en portefeuille et on va regarder comment les sources d'énergie sont utilisées. Ça peut changer des fois certaines utilisations. On essaie d'identifier les sources qui sont plus grandes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment du concret avec des audits, des recommandations, comment l'entreprise fonctionne dans l'ensemble de ses activités. Donc, nous, c'est vraiment une des transitions qu'on a privilégiées. On a technologie numérique, en fait, humaine et énergétique, donc au niveau du fonds. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va y aller avec le mot de fermeture avec notre hôte aujourd'hui, Nushig. Alors, à toi l'honneur. Merci, Louis. D'entrée de jeu, je voudrais quand même rectifier un énoncé fait dans mon mot d'ouverture. Ma langue a tourné trop vite quand j'ai parlé des 600 entreprises et non pas des 6 000 qui ont choisi Montréal-Nord pour y faire des affaires, dont 140 de fabrication. Il ne faut pas être gêné de rêver grand, très grand. Vous me permettrez aussi un petit coup de chapeau spécial à Greg Laflamme, qui est aussi le président du regroupement des industriels de Montréal-Nord de la Chambre. Un remerciement sincère à nos... Merci Francine, merci Greg pour votre générosité. Partagez avec nous ce matin votre expérience, votre expertise en toute franchise. Ce que je retiens de nos échanges de ce matin, essentiellement, c'est que nous avons besoin d'un secteur manufacturier effervescent qui est encore la carte maîtresse de la reprise économique. Ce secteur qui est champion d'emplois payants, d'innovation, de productivité, d'exportation, qui est aussi un grand contributeur à l'assiette fiscale. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, la présentation des 12 transitions vous ont convaincu de passer de l'attentisme à l'action. Tout est en place, on nous dit aujourd'hui, pour réussir l'accompagnement, l'argent. Et il faut continuer à investir avec la disponibilité de cette liquidité que les entreprises ont cumulée durant cette période de pandémie. Il est très important d'investir dans les technologies, incluant la numérique, bien évidemment, et l'expertise des processus qui vont forger notre avenir. Évidemment, la pénurie de la main-d'œuvre demeure un enjeu majeur, même après la pandémie, était déjà avant et après. Certains proposent évidemment l'automatisation pour pouvoir pallier. D'autres, comme Greg, privilégient plutôt d'investir dans l'humain. Chose certaine qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à conclure des partenariats. En d'autres mots, miser sur l'écosystème d'entraide, comme disait Greg. Donc, à la fin de cette rencontre, je retiens des mots-clés tels que la résilience, la créativité, la détermination, et j'ajouterai évidemment l'empathie pour qu'on puisse traverser ensemble cette dure épreuve sans précédent. Il faut oser et rêver grand, même en temps de pandémie. Un remerciement très sincère et chaleureux aux organisateurs de cette tournée, à la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui nous permet à nous d'avoir des forums d'échange, d'apprentissage, et c'est très, très apprécié. Merci infiniment à nos participants, évidemment, et j'espère pouvoir vous serrer la pince à notre prochaine rencontre.